Le jour où Jacques est mort, on était en Amérique et pour mon temps et moi, ça a été un très grand chagrin qu'on ait eu. Et mon temps a commencé à répéter son texte pour le lendemain. C'était un dimanche, je me rappelle. Et tout d'un coup, il a posé son texte et puis il a dit oh, à quoi ça sert, il ne le verra jamais. Bon, ben moi, c'est pareil. Enfin, tout ce qui m'est arrivé professionnel, de bien, enfin, professionnellement, dans ma vie aussi, je me suis toujours dit, tiens, c'est dommage qu'il soit pas là et qu'il le voit pas. C'est maintenant, je vous dis, tous les jours que je repense à Jacques, tous les jours, je pense que un peu plus qu'il était formidable. Tous les jours. Je crois que c'est le personnage le plus élégant que j'ai rencontré dans ma vie. Enfin, élégant, je veux dire, moralement. Il était très élégant à l'extérieur, mais moralement. Il pesait et jugeait quelqu'un dans les secondes qui suivaient la rencontre avec ce quelqu'un. Et il avait des yeux, d'ailleurs, il vous déshabillait complètement. C'en était presque gênant. Quand on se rappelle son regard, c'est un regard qui me hante encore, un regard aigu et tendre et drôle et furieux aussi, parce qu'il avait des colères terribles, enfin, ce qui le rendait plus aimable. Et c'est une des choses que j'ai toujours admiré chez lui, c'est justement la recherche de faire quelque chose d'autre, de faire soi-même quelque chose d'autre. Car en somme, si vous prenez l'éventail de ses films, ils sont tous très différents les uns les autres. Ça n'est jamais la même chose. Ça les personnages d'Édouard et Caroline ou de la rue de l'Estrapade n'ont rien à voir avec ceux de Goupil-Main Rouge ou de ceux de Casque d'Or ou du Trou. Il ne s'occupait jamais d'être dans la mode ou de plaire. Enfin, il ne faisait les choses que pour lui-même, que pour lui. Il était une sorte de balance qui refusait ou qui acceptait, confronté avec les acteurs, les sujets. Il n'était, comment dire, il n'était pas snob du tout, sauf peut-être pour les voitures. Où il avait là, il voulait paraître en voiture, il voulait se faire remarquer. Pour le reste, il ne se souciait que de son propre avis. Et il ne dépendait ni du journal qu'il lisait, ni de son milieu familial, ni des opinions des amis. Il était absolument cavalier seul. C'était une grande personnalité. Il aurait dû être, en fait, un cinéaste beaucoup plus commercial qu'il n'était, parce qu'il était très simple. Il était très simple, il racontait des histoires simples, vivantes, proches de nous. Je crois que ce qui l'éloignait du public, peut-être, c'est qu'il travaillait tout le temps avec très peu d'éléments et très peu d'événements, et que régulièrement le cinéma vit sur une espèce de surenchère. On vient de faire une chose très violente qui tout d'un coup a l'air de démoder le reste. Et je crois que chaque fois qu'un film de Becker paraissait, eh bien il y avait dans les parages, dans les semaines, la semaine avant ou la semaine suivante, un film sensationnel, comme mettons Le Salaire de la peur, qui sortait la même semaine qu'Édouard et Caroline. Si bien que le film de Becker paraissait toujours estompé derrière une chose sensationnelle, et lui n'était jamais dans le sensationnel. On était des gosses, je sais pas, 17, 18 ans. On allait au bœuf sur le toit parce que, comme on était un élément assez amusant dans les surprises parties, on nous donnait les adresses où on se rendait sans avoir été invité. Et là, on ravageait le buffet, on arrachait le chauffage central, on s'amusait beaucoup. On partageait l'amour de Macorlan, les contes de la Pie Panthère. On partageait l'amour de la musique, le jazz. On était étourdis par les aventures des gangsters. Al Capone nous étonnait. Et puis Jacques, là-dessus, s'est branché sur le cinéma, qu'il a aimé d'une passion instantanée et qui a duré toute sa vie.
Ah, dis donc, t'as pas vu mon kleps? Hein? Un chien noir avec des poils longs comme ça, il a dû passer par là. Ouais! Rentrons, lutin. Oui, ça va, ça va. Donne un baiser. La fleur de l'étranger sans ses bourgeons d'écart. Comme il fait noir dans la vallée. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ils nous disent de cacher notre or. Where? Keep your hands away. Don't touch me. What do you want, my watch? Nous avons fondé comme ça une grande amitié pendant la Grande Illusion pour différentes raisons. Je crois que nous étions liés en particulier par le fait que nous étions dans la même situation, c'est-à-dire l'un et l'autre d'origine bourgeoise et l'un et l'autre extraordinairement pauvres, et qu'au milieu de cette troupe très prospère, où il y avait Gabin, Freinet, toutes sortes de gens, et Renoir lui-même, quand nous tournions dans la neige et dans la nuit, nous étions extraordinairement mal équipés. Aujourd'hui, je pense que des gens dans cette situation trouveraient à Prise Unique ou ailleurs de quoi en tout cas avoir chaud. Ce n'était pas du tout le cas il y a de ça 30 ans. Et nous étions très très misérables, très pauvres, nous avions très froid et nous avions été élevés également par des gouvernantes anglaises et nous étions très dignes dans notre situation et je crois que ça nous a beaucoup rapprochés, je dois dire. Jean Renoir était à la fois très dur avec lui, même quelquefois un petit peu cruel. Et en même temps, Jean Renoir a ceci de très particulier, c'est qu'il souhaite que les gens qui travaillent avec lui non seulement manifestent leur qualité, pour le meilleur des films qu'ils font d'ailleurs avec lui et de leur travail, mais se développent. Il a toujours été comme ça, je l'ai vu comme ça avec moi, je l'ai vu comme ça avec Jacques Becker, c'est-à-dire que, assez exceptionnellement, au lieu de se servir de Jacques Becker pour lui faire porter sa serviette, au sens le plus large du terme, comme c'est souvent le cas des assistants, il le chargeait de véritablement mettre en scène un certain nombre de choses, en particulier les mouvements de foule dans les grands films. Il l'envoyait avec un appareil tourner certaines scènes seul. Et quand il a ramené la pellicule, il y avait des kilomètres de pellicule. Il avait déjà trouvé... tournait déjà comme il a toujours tourné, il avait besoin de beaucoup de pellicules, pas d'autres besoins d'ailleurs, uniquement du temps et de la pellicule. Et Jean Renoir faisait beaucoup d'économies, c'est surtout sur la pellicule entre autres. Et Jacques Becker a rapporté presque autant de pellicules pour les extérieurs du film que Jean Renoir en envoyait pour le reste du film. Jean Renoir, il aimait pas répéter 2 fois la même chose, tourner 2 fois le même plan, il faisait un peu comme Pagnol faisait, vous savez. Tant qu'il y avait de la pellicule, on tournait, l'acteur s'amenait devant l'appareil. Tandis que Becker, au contraire, il détaillait, il découpait. C'était le contraire. Il a appris avec Renoir ce qu'on peut apprendre avec un professeur. Qu'on apprenne quoi que ce soit, la dactylographie, le golf, la peinture. Il y a une technique, il y a une base technique. Il a appris la meilleure technique possible avec Renoir, non seulement la technique de la caméra, mais la technique de la direction d'acteur à laquelle Renoir attachait une importance considérable. Ça, je crois que vraiment, Jacques l'a appris chez Jean Renoir. Mais ce qu'il avait de très personnel, à mon avis, c'est, comment dirais-je, c'est la recherche de ce qu'il voulait exprimer. Et à mon sens, ce que Jacques Becker avait à exprimer, c'était une certaine vérité très subtile qu'il recherchait par tous les moyens et qui était faite de la coïncidence entre les apparences, le visage, le propos, la vérité psychologique d'un individu et sa situation. Et ça, il y a une espèce d'harmonie dans tout cela, et ce qu'il souhaitait restituer à l'écran, c'était cette harmonie-là. Et il pouvait quand même filmer très bien des choses très fortes, mais après en les ayant enrobées de réalité, de quotidienneté. Je pense par exemple à des images que je trouve très très violentes, moi qui me coupait à l'extrême, il découpait énormément. Et Marguerite Renoir avait suivi sa technique à la perfection et elle arrivait
à s'y retrouver dans... En tournant par petits bouts, répété plusieurs fois, en choisissant certaines choses, il arrivait à obtenir à peu près le plus près possible ce qu'il cherchait. Ce qu'il n'aurait pas pu obtenir dans une seule prise de vue. Pour une scène qu'on pouvait tourner en un seul plan, il y en avait 10, il fallait faire un choix, il fallait faire les raccords. Quand il tournait 10, 12, 15 prises, on prenait le début de l'un, le milieu de l'autre, telle phrase pour l'image, telle phrase pour le son. Et tout ça donnait une impression, comment dirais-je, de force, car chaque fois que quelque chose était important, c'était souligné par un gros plan. Il y a énormément de collures. Le moins qu'il y a eu, c'est au moins 1000 collures dans ces films. Et ça ne se sentait pas parce que ça se raccordait. Quand je veux dire ça se raccordait, c'est pas que la cigarette était telle longueur dans un plan et telle longueur dans l'autre. Ça se raccordait dans le sentiment.